Donc ici, deuxième partie sur les actionneurs, on va rentrer dans un peu plus de détails sur les modélisations euh, et particulièrement les moteurs électriques. Mais juste avant de rentrer dans la modélisation spécifique aux moteurs électriques, juste de façon un peu générale, on va refaire de façon mathématique. Juste ici, supposons qu'on a un moteur à combustion qui fait tourner une hélice. Le moteur à combustion, il va avoir une caractéristique en termes de force-vitesse qui pourrait avoir de l'air de tout ça. Donc, on a un couple positif à partir d'une certaine vitesse et qui chute à partir d'une certaine vitesse aussi. Donc, notre actionnaire, il produit un couple qui dépend d'une vitesse. Donc, ici, on va faire un schéma bloc qui représente l'actionneur. Et ici, on va remettre la charge. Donc, pour une charge, on a ici typiquement une relation force-vitesse. Donc, mettons ici notre hélice. Une hélice, vu que c'est un phénomène fluidique, on va typiquement avoir des résistances qui vont avec le carré de la vitesse. Donc, on va avoir un couple résistif qui augmente avec le carré de la vitesse. Et c'est ça on va avoir un feedback de la vitesse de la charge qui va influencer la force que mon moteur produit. Donc, et typiquement, une autre chose qui se produit, c'est qu'on va avoir une modulation de mon actionneur. Selon le gaz que je donne à mon actionneur, on va avoir différentes courbes possibles. Si j'augmente le U, je vais augmenter ma courbe de torque-vitesse ici. Pour un U donné ici, on peut caractériser ce qui se passe en superposant les deux courbes. Donc ici, j'ai ma résistance de la charge. Et ici, j'aurai ma courbe du moteur, torque, vitesse. On voit que si on se trouve ici, il y a un torque net positif. Fait que le système va accélérer jusqu'à temps qu'il va aller se stabiliser ici à l'équilibre. Toutefois, ici, on voit que ici, j'ai un couple net négatif. Donc ici, c'est pour ça que les moteurs à combustion, par exemple, ils vont avoir un starter. Pour permettre de passer la basse vitesse et de mettre en marche le système. Donc ici, ça disparaîtrait. Oups. On aurait quelque chose comme ça. Donc ici, ça serait le point d'opération en régime continu. Et ça, bien sûr, cette courbe-là, comme on a marqué ici, c'est pour un U donné qu'on aurait ce point d'opération-là. Si on augmente le U, ben ici, la courbe va aller plus haut. On va se stabiliser à un autre point d'opération comme ça. Donc ici, on peut voir le principe avec les schémas blocs, c'est qu'on a une espèce de comportement moteur. L'interface entre la charge et l'actionneur, c'est un effort, couple ou force selon si c'est un actionneur rotatif ou linéaire. Et on a un retour en termes de vitesse. Et on voit que le comportement des deux systèmes est couplé. Et il y a une rétroaction dans le sens que on n'a pas juste une information en sens unique qui va de l'actionneur vers la charge. La charge influence aussi ce que l'actionneur va faire. Donc, maintenant, essayons d'aller voir le cas spécifique des moteurs électriques. Dans un moteur électrique, on a typiquement une tension qu'on va appliquer au bord de moteur. Et le circuit d'un moteur électrique va être caractérisé par une certaine inductance,
une résistance interne qui est due à toutes les tours de bobine dans mon circuit. Une force contre-électromotrice cette force contre-électromotrice-là dépend en fait de la vitesse du moteur. On a E qui est égal à une constante moteur K fois la vitesse de rotation. Le courant qui va circuler dans le circuit, lui, va influencer le torque que mon moteur va produire avec cette même constante-là dans le moteur, qui va être appliquée sur le rotor du moteur. Donc le torque ici est appliqué sur le rotor, que j'ai une certaine inertie, ce rotor-là, puis selon ce qu'on connecte au bout, on va avoir une certaine vitesse. Donc ici, de la façon que j'ai dessiné ça, on voit qu'ici qu'on a différents domaines qui sont impliqués. Ici, on a un circuit électrique. Ici, on a une charge mécanique qui est juste l'inertie du rotor dans ce cas-ci. Et ici, on a un phénomène de transduction. Donc, courant devient un torque et à l'inverse, une vitesse devient une force contre-électromagnétique. Juste spécifier ici, ça c'est un modèle pour un moteur avec des aimants permanents. Donc on suppose que le champ magnétique il est fixe. La plupart des systèmes robotiques, c'est des moteurs à aimants permanents qui sont utilisés en robotique. Donc, c'est un modèle qui s'applique. Puis, en fait, ce modèle-là est représentatif qu'on ait un moteur qui soit triphasé et ou DC. C'est sûr que ça ne représente pas le détail des différentes phases ici, un modèle simplifié comme ça, mais le comportement global, ça représente presque tous les types de moteurs avec aimant permanent, ce modèle-là. Donc, si on revient ici au circuit électrique, si on fait le tour puis qu'on regarde que si on fait une boucle au complet, on a Vin qui est égal à la tension générée aux bornes de l'inductance, ici L dI dt, plus RI, la tension aux bornes de la résistance, plus la force contre-électromotrice. Et en termes de charge mécanique, on va avoir l'accélération fois l'inertie est égale au torque appliqué. Puis si on aurait quelque chose de connecté ici, ben on aurait plus de termes ici dans notre équation mécanique. Donc ça serait une équation détaillée du modèle dynamique d'un moteur. Mais faisons une petite simplification pour retrouver un modèle de moteur en régime stationnaire. Donc, lorsque tout est stabilisé. Donc, quelle simplification on peut faire pour un régime stationnaire? On va négliger tout ce qui influence un peu les transients dans le moteur. Donc, ici, les phénomènes d'induction, on va le négliger. Et on va aussi négliger ici l'inertie du rotor. Puis on va juste regarder la relation ici qui nous reste quand on fait cette simplification-là. Donc, si on simplifie ici, on va garder la résistance, la force contre-électromotrice, Vin. E, c'est KW, puis le torque, c'est KI. Et on a un torque ici. Et selon la charge,
on va avoir ici une vitesse. Donc, faisons un petit schéma bloc de ça. On suppose qu'on contrôle le moteur avec un voltage Vin, qui est notre entrée dans le système. Et ici, on voit que si je soustrais le E, il me reste la tension qui est appliquée aux bornes de ma résistance. Donc, si je divise par 1 sur R, ça va me donner le courant qui circule dans le moteur, ici. Ensuite, si je multiplie le courant par la constante du moteur, ça va me donner le torque qui est appliqué au système. Puis, on voit que ce qui me manque ici, c'est le E de où il vient. C'est un K fois W ici. Donc, ici, on a un modèle simplifié qui représente le comportement de l'actionneur comme tel. Donc, on voit que cette boîte-là, c'est l'équivalent en schéma bloc mathématique de la boîte qu'on avait ici. On a notre entrée qui devient Vin pour le moteur électrique. On a un couple en sortie, puis une vitesse qui rentre dans notre boîte. Donc ici, on a les équations mathématiques de ça, qu'on peut ressortir en termes de courbe force-vitesse ici. Donc si on ramène ça sur le torque ici, qui dépend de W, AW est égal à 0, on a tout simplement le torque, ça va être K Vin sur R. Et ensuite, on voit que si on a une certaine vitesse, qu'est-ce qui va être soustrait? C'est W fois K ici, sur R fois K encore. Donc, ici, la pente, ça va être moins K à la 2 sur R. Et ici, la vitesse où on croise le 0, ça va être juste Vin sur K. Donc, juste ici, qu'est-ce qui fait qu'ici, notre torque n'est pas constant à l'infini? Pourquoi il diminue? C'est à cause de ce signal-là, qui est la tension induite par le back EMF. La force contre-électromotrice. Donc, en fait, si on regarde ça dans un peu plus de détails, qu'est-ce qui arrive quand moi je contrôle mon moteur électrique? C'est que je vais changer, dans le fond, la tension que j'applique aux bornes de mon moteur. Donc, on voit que si on augmente le Vin, ce point-là, il se tasse par ici, puis lui il augmente là, et la pente reste la même. Donc, si je fais baisser, comment je pourrais dessiner ça? Vin diminue, on s'en va par là. Vin augmente, on décale notre pente comme ça. Fait que de varier la tension, c'est dans le fond de décaler la pente comme ça, selon un axe comme ça pour un moteur électrique. Par exemple, maintenant, ça c'est le comportement fondamental d'un moteur électrique à aimant permanent. Mais si par exemple vous allez sur le site de Maxsun et vous regardez les plages d'opération de moteur, vous allez plutôt trouver quelque chose comme une plage d'opération qui est proposée, qui a de l'air d'un gros rectangle comme ça. En fait, mettons que juste pour les besoins de la cause, je vais le dessiner avec un léger angle. Ce qui arrive, c'est que pour les moteurs électriques, on est souvent limité pas par la tension dans le moteur, mais plus par d'autres phénomènes, entre autres les pertes thermiques. Donc, la courbe ici qu'on a dans nos équations,
serait celle qui est droite et passe comme ça ici. Mais ici, on va être limité. On peut pas. On va être limité ici par une limite thermique. Sinon, on va brûler le moteur parce qu'il y a trop de dissipation dans le moteur. Les pertes aérées carrées. Et potentiellement, on peut aussi avoir une autre limite ici de vitesse. Limite en vitesse mécanique qui vient des roulements dans le fond dans le moteur. Donc c'est pour ça que l'âge d'opération d'un moteur électrique a plus l'air d'un gros rectangle quand on considère les limites thermiques ici. Par exemple, si mettons on regarde l'utilisation de ces moteurs-là dans un contexte de robotique. Si on regarde, mettons, on prend la spécification d'un moteur d'à peu près 100 watts, vous allez voir qu'on va retrouver un torque qui est peut-être de 0,1 Nm avec une courbe qui va avoir l'air de ça, qu'on est limité à peu près autour de 10 000 RPM. Tandis que si on regarde les requis pour un bras robotique, par exemple, qu'est-ce que ça a l'air en termes de torque-vitesse? Prenons un cas simple. Si j'ai un bras robotique, admettons que je veux tenir, mettons, une charge de 10 kg. Ce qui revient à peu près à 100 newtons. Mettons que j'ai un bras de levier de 0,5 m. On parle d'un couple qu'il faut que j'aille d'environ 50 Nm. Donc on voit qu'en termes de force, on est loin de ce que la force qu'un moteur électrique peut produire. En fait, si on regarde les requis des robots, mettons qu'on a 50 Nm ici, mais rarement vous allez voir un bras robotique qui tourne à 10 000 révolutions par minute. En fait, les requis robots vont plus avoir l'air de ça si on regarde la même échelle. Ou ici, on va pour un robot, mettons 100 RPM, c'est relativement rapide au niveau du joint. Donc, il y a comme un mismatch de où est la puissance. Les moteurs électriques ils ont assez de puissance pour faire ce qu'on veut, mais la puissance n'est pas à bon endroit en termes de vitesse. Donc, la solution qui est utilisée, c'est, si on revient à mon moteur électrique ici, c'est de rajouter un ratio de réduction, comme ça ici. Je vais dessiner comme ça. Donc, on va mettre un ratio qui va augmenter le torque, mais baisser la vitesse en sortie ici. Donc, si on reprend le petit schéma bloc, qu'est-ce que ça donne en termes de ratio si on rajoute un ratio de réduction dans mes équations? Si on reprend le schéma bloc ici, on avait la force contre électromotrice divisée par plus la tension qu'on induit, ça me donne le courant dans le moteur, fois la constante du moteur, ça me donne un torque au moteur.
Et ici, c'est la vitesse au moteur. Donc, supposons qu'on met un ratio de réduction, on va appeler R. Ici, ça me donnait un torque en sortie du gearbox. Mais à l'inverse, pour une vitesse à la sortie de la transmission, il faut que je fasse fois le ratio pour retrouver la vitesse que mon moteur va tourner. Donc, on voit ici que l'effet de R est le même que l'effet de la constante moteur dans le système. Si on reprend mon petit graphique de courbe vitesse, si ça c'est la courbe de mon moteur, courbe vitesse comme ça, qui est de base, c'est K à la 2 sur R. Avec le ratio de transmission, j'ai utilisé 2 fois R. Désolé. Supposons que je vais appeler le ratio de transmission T ici. Pour transmission. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aurait à rajouter? Ça serait que j'aurais K au carré, T au carré sur R. Donc, si j'augmente le ratio de transmission, ou bien K, en fait, c'est le même effet, on va accentuer ici la pente comme ça. Et comme ça. C'est comme si on tourne notre pente comme ça. Et en fait, c'est bon parce que si on prend mon moteur qui était initialement beaucoup trop rapide, avec un ratio de transmission, on est capable de le ramener la puissance à l'endroit où elle est requise pour notre système robotique. Par exemple, ça c'est une solution magique, le ratio de transmission, et en effet, c'est vraiment une bonne solution pour le problème de matcher la puissance des moteurs électriques aux besoins des joints des robots manipulateurs. Par exemple, il y a des effets indésirables, particulièrement pour les robots collaboratifs. Un des effets est que, en fait, on va augmenter toute la résistance au mouvement du système. Donc, par exemple, ici, vous voyez que pour si on prend un joint robot, comme ça, et que j'essaie de le faire tourner à une vitesse oméga donnée, on pourrait s'intéresser à savoir c'est quoi le couple résistif que je vais ressentir. Donc, supposons qu'on regarde pour une vitesse donnée que j'impose à un robot, c'est quoi le couple que je vais ressentir résistif? Bien, vous voyez que ce couple-là, c'est égal à, si on remonte le chemin inverse, c'est T fois K sur R fois K, donc K carré fois T, fois la vitesse que je fais tourner le joint robotique. Donc, pour une vitesse donnée, si j'ai un gros ratio de réduction, je vais avoir une très grosse résistance à faire tourner mon joint robotique. Donc, ça influence ce qu'on appelle en anglais la backdrivability, donc la réversibilité du système. Et, fait à noter, c'est au carré
du ratio de réduction. Donc, typiquement, pour un joint robotique, on peut parler d'un T est égal à peu près à 150 qui peut être nécessaire de réduction. Donc, si on met ça dans l'équation, ça veut dire que la résistance de mon moteur naturel est amplifiée de 150 mis au carré. Donc, des fois, la résistance est tellement amplifiée que ça devient impossible, en fait, de faire bouger le bras robotique tellement il y a de résistance interne. Et ici, ça c'est l'équation qui est juste pour les effets dus à la force contre électromotrice dans le moteur. Mais en fait, toute la friction, l'inertie du système est aussi multipliée par le fameux T au carré qui fait que ça amplifie toute la résistance au mouvement et c'est proportionnel au ratio que je mets au carré. Donc, typiquement, avec des T est égal à 150, 200 et plus, ça donne des impossibles je vais utiliser un mot anglais, là, de backdriver le système. Et pourquoi c'est important de pouvoir avoir un système qui est réversible et backdrivable? C'est en fait, ça c'est une condition pour avoir un bon contrôle en force, donc avoir un robot sécuritaire. Donc, avec un gros ratio de réduction, à cause que toutes les imperfections, la friction, la force contre le motomotrice est très beaucoup impliquée, ça nous empêche d'avoir un bon contrôle en force. À cause que dès que quelqu'un tente de bouger la sortie, par exemple, si un humain ici soudainement entrerait en contact avec le robot, ben lui, il ressentirait une très grosse force pour un petit mouvement. Donc ça, c'est difficile à compenser. Ce qui fait que plus on a un gros ratio de réduction, plus c'est difficile d'avoir un bon contrôle en force. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on fait une sélection de moteur pour un bras robotique? Première chose à faire, c'est de regarder notre requis ou nos requis en termes de puissance, comme on a discuté dans la première capsule. Point de vue énergétique de puissance, c'est celui qui ne ment pas. Donc, si mettons sur ma courbe force-vitesse, j'ai différents points d'opération, ben on va regarder, mettons, c'est quoi le plus exigeant en termes de puissance. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va regarder c'est quoi notre requis en force. Et si on utilise un moteur électrique, c'est sûr qu'il va falloir utiliser un certain ratio de réduction, ou presque sûr. Mais là, on se retrouve avec deux choix. Comme on a vu, on peut avoir prendre un ratio de réduction. On peut prendre un gros ratio de réduction pour aller atteindre les requis, comme on a vu, avec un petit moteur. Ou bien, et là il y a un compromis, on peut choisir un intermédiaire entre ces deux solutions-là, ou prendre un gros moteur si on veut minimiser le ratio de réduction qu'on a besoin pour avoir moins d'effets indésirables. Les inconvénients, c'est que vu que c'est un gros moteur, ben, il va être plus lourd, plus gros. Donc, ça va être un compromis. Est-ce qu'on, mettons qu'on revient à mon cas de figure ici. Mettons que
Mettons que j'enlève un peu de barbouillage ici. Mettons qu'on refait mon scénario ici. Ici, j'avais des requis de robot 50 Nm à 100 RPM ou ici jusqu'à une centaine d'RPM. Ici, j'aurais plusieurs options. Soit je pourrais prendre un gros ratio de réduction. Donc ici, j'ai un facteur à peu près 100 entre la vitesse de mon moteur et la vitesse que mon joint robot doit aller. Donc je pourrais prendre un moteur qui vient fitter ici avec un ratio de 1% de réduction, mais avec beaucoup de friction à cause de tous les phénomènes qu'on a parlé. Ou bien, l'autre option, c'est prendre un plus gros moteur. Qu'est-ce que ça représente? Ça serait ici si on grossit le moteur, typiquement, on va avoir plus de torque ici, mais ça va donner un moteur qui est, par exemple, surdimensionné en termes de puissance. On ne va pas tout utiliser sa plage d'opération disponible, mais on va avoir moins d'effets indésirables de friction. Donc, c'est ça le dilemme, comme on ramenait. Soit on utilise un gros ratio de réduction pour avoir un petit moteur et remplir nos requis, ou soit on peut utiliser un gros moteur pour avoir un robot, par exemple, plus collaboratif, avec moins de friction, mais nos actionneurs vont être plus lourds. Ou bien on peut essayer de faire un compromis entre ces deux choses-là avec un intermédiaire. Donc voilà.